Pour votre émission de débat entre deux news du lundi au jeudi. Au sommaire ce soir, dans la première partie de votre débat, nous reviendrons sur la nomination ce jour de Gaussou Touré comme nouveau médiateur de la République de Côte d'Ivoire. L'information a été rendue publique ce jour. En remplacement de Adama Toungara, un changement à la tête d'une institution censée servir l'interface entre l'administration ivoirienne et les citoyens, mais au-delà de la nomination qu'elles attendent pour cette institution, encore peu connue du grand public. Et puis dans la deuxième partie, nous nous intéresserons à la chaîne de valeur du riz. Le gouvernement ivoirien annonce un financement de 68 milliards de francs CFA pour stimuler la production nationale et réduire la forte dépendance du pays aux importations. Et enfin, une ambition qui soulève plusieurs questions. La Côte d'Ivoire peut-elle réellement atteindre l'autosuffisance en riz? Bien sûr, grosse interrogation à répondre dans un instant. Et notre troisième sujet ce soir, c'est bien sûr la question qui préoccupe tant les Ivoiriens, la question de l'urbanisation sauvage en Côte d'Ivoire, lotissement anarchique, construction dans des zones à risque, absence de planification, quel danger pour les populations ivoiriennes et pour le développement durable des villes en Côte d'Ivoire. Pour analyser ces sujets, nos consultants sont là sur ce plateau 4. Maître Cédric Koné, conseiller juridique. Bonsoir, Maître Cédric Koné. Bonsoir, Sidi. Aouma Guelakwa, analyste sociopolitique. Bonsoir. Bonsoir, Sidi. Lansina Karamoko, analyste. Bonsoir à vous. Bonsoir, et enfin, docteur Daouda Ouattara, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, Sidi. Alors, tout de suite, place à notre premier sujet de ce soir. Mais avant, nous allons suivre cet élément qui revient sur la nomination de Gaussou Touré en qualité de médiateur de la République de Côte d'Ivoire, communiqué lu par la ministre secrétaire générale de la présidence de la République. On l'écoute. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 10 mars 2026 à la signature d'un décret portant nomination de M. Gaussou Touré, ancien ministre-gouverneur en qualité de médiateur de la République, en remplacement de M. Adama Toungara, appelé à d'autres fonctions. Fait à Abidjan, le mardi 10 mars 2026. Je vous remercie. Bien, première question adressée à Dr Daouda Ouattara. Pour vous, que signifie politiquement la nomination de Gaussou Touré à la tête du médiateur de la République? Bien, moi, je dirais qu'il n'y a rien de nouveau parce que ce sont les mêmes cadres qu'on recycle à chaque fois. On les déplace, on le prend ici, on le met là. Mais je dirais plus profondément que dans un pays qui se respecte, où les lois sont respectées, cette nomination devait être faite avant. Parce que la loi est claire sur le poste de médiation, de médiateur de la République. Voilà, il est dit que le médiateur de la République est nommé pour un mandat de 6 ans, non renouvelable. Alors que M. Adama Toungara a fait près de 8 ans à ce poste-là. Donc, moi, je pense que cette nomination-là devait être faite depuis 2 ans déjà. Maintenant, bon, si ça arrive maintenant, bon, ce n'est pas si mauvais, mais on aurait voulu, les citoyens que nous sommes, auraient voulu que cette nomination se fasse 2 ans en amont. Comme ça, la loi que nous nous sommes donnée serait respectée. Bon, là, mieux vaut, comme on appelle ça, mieux vaut tard que jamais. Donc, on observe la suite. Bien. L'ancien Karamoko, le profil on va dire l'ancien ministre Gaussou Touré correspond-il à l'esprit d'une institution censée être neutre et arbitrale? C'est la question qu'on se pose aussi. Oui, mais vous savez... Vu son parcours au RDR, puis au RHDP. Oui, le président de la République qui détient les pouvoirs, n'est-ce pas, pour faire ces nominations, juge la pertinence de nommer un tel ou un tel autre. Et je crois que cette question-là a déjà été l'objet de débats sous plusieurs régimes. Je ne souhaiterais pas revenir dessus parce que ce n'est peut-être pas ça l'ordre du jour. Mais je retiens quand même que, en ce qui concerne le profil, Gaussou Touré, M. Gaussou Touré, aujourd'hui président d'une institution, est peut-être à sa place. À sa place parce que la médiature, c'est une fonction qui doit être occupée logiquement pour quelqu'un qui est sage. Est-ce que l'âge fait la sagesse?
ou bien la jeunesse peut également faire la sagesse. Mais quand on regarde un peu dans nos contrées, notamment en Afrique, quand quelqu'un a atteint un certain âge, on dit qu'il dégage une certaine sagesse. Et Gaussou Touré en la matière, quand on regarde déjà de la zone du Denguélé, qui est une grande région, il a quand même réussi, n'est-ce pas, à faire en sorte que toutes les divergences qu'il y a entre les populations, toutes les divergences qu'il y a entre ces multiples cadres qu'il y a là-bas, et il a réussi quand même plus ou moins à apporter une certaine accalmie. Et le poste de médiature, aujourd'hui, va être certainement bien scruté par les Ivoiriens parce que ça ne doit pas être, contrairement à ce que les gens pensent, un poste de garage, bien au contraire. Et on a parlé beaucoup de dialogue politique en Côte d'Ivoire. Et donc, la médiature est une institution qui devrait se substituer, n'est-ce pas, à ces instruments que le président a mis en place en son temps pour essayer, n'est-ce pas, de conduire les dialogues politiques. Et j'ai salué vers la fin du mandat de son prédécesseur l'ouverture, n'est-ce pas, dans les différentes régions de Côte d'Ivoire, des antennes de la médiature. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire simplement dire que cette médiature doit être proche des populations. C'est vrai que c'est l'interface entre le pouvoir et les populations, mais cette médiature devrait anticiper sur certaines crises que nous connaissons aujourd'hui en organisant des forums, en organisant des rencontres. Et je pense que Gaussou Touré investit avec certainement des consignes bien précises du chef de l'État qui, n'est-ce pas, fait également d'autres mandats, un mandat pour la cohésion entre les Ivoiriens. Je pense que Gaussou Touré a reçu certainement des instructions et nous osons espérer qu'il va vraiment les atteindre. Bien, merci. Aouma Guelakba, est-ce que pour vous, cette nomination peut être perçue comme une récompense politique ou encore comme une reconnaissance d'expérience de l'homme? Merci, Sidik. Alors, votre question, elle est pertinente, elle est intéressante parce que tout de suite, on peut le dire parce que je vais aller sur ce que M. Karamoko disait tout à l'heure. On aurait, sous cet angle-là, l'impression qu'on nomme quelqu'un qui est fidèle au président de la République, et donc à son parti politique, quelqu'un à qui le président de la République fait confiance et quelqu'un qui lui est proche, qu'il positionne à ce niveau-là. Dit si c'est une récompense politique, bon, ça dépend de l'appréciation que chacun peut se faire en fonction des efforts ou bien des combats que l'ex-ministre Touré Gaussou est mené comme action. Mais ce que je voulais plus souligner ici, ce que nous faisons, c'est un travail pédagogique. Regardez bien, la médiature d'abord, c'est quoi? Il faut pouvoir dire aux Ivoiriens ce que c'est que la médiature. La médiature, c'est une institution ivoirienne de la République qui est censée être indépendante. Je dis indépendante. Son rôle, c'est quoi? C'est régler les problèmes par la médiation entre l'administration et le citoyen ou les communautés ou les groupes. Voici le rôle de la médiature. Mais quand une institution, vous voyez qu'on parle de médiature, là où il y a des palabres, là où il y a des conflits, quand vous occupez un poste de médiateur, vous-même, vous ne devez pas être encarté. Ça, c'est tellement élémentaire. Donc, j'aurais souhaité que celui qui occupe ce poste-là, d'autant plus que c'est une institution qui détient un rôle clé. Parce que tout ce qu'on dit là, c'est l'aboutissement, c'est quoi? C'est la cohésion sociale. Éviter qu'il y ait des conflits, éviter qu'il y ait l'embrasement, éviter qu'il y ait les palabres. Pourquoi? Parce que qui sont les acteurs qui sont en jeu? Il y a le gouvernement, il y a les partis d'opposition, donc les partis politiques, il y a les organisations de société civile et même les syndicats. C'est tout ça qui forme la République. Donc ceux-là, en collaboration, pour ne pas dire dans le fonctionnement de l'État, se retrouvent souvent, effectivement, à être en conflit. Imaginez-vous souvent des conflits entre le gouvernement et des partis politiques, par exemple, d'opposition, ou soit entre le gouvernement, des organisations de société civile, ou même entre le gouvernement et un individu citoyen. Quand
c'est chaud, en griffe, si je veux le dire ainsi, que la médiature doit entrer en jeu. Mais bien sûr, ceux qui sont protagonistes là, ils veulent bien que ce médiateur qui va venir les appeler à la table de discussion pour régler par la médiation soit quelqu'un qui soit indépendant. Mais quand lui, il vient, et puis on sait déjà qu'il est au cadre du parti au pouvoir. Donc, il y a déjà une certaine crise de confiance. Ça a toujours été le cas depuis l'arrivée du RHDP au pouvoir. Bien sûr, je ne dis pas non. Bien. On remonte dans le temps. Donc chaque fois qu'il y a eu un pouvoir, chaque fois qu'il y a eu un pouvoir, qui est indépendant des partis politiques. Il faut qu'il soit indépendant. Tout ça, c'est le fonctionnement de la démocratie. Mais si nous-mêmes, qu'on soit de la gauche, de la droite, du RHDP, une fois qu'on est au pouvoir, on veut forcément positionner quelqu'un qui est proche de soi là-bas. Alors que ce n'est pas ça l'esprit de la création. Mais vous n'estimez pas que le ministre Gaussou Touré, l'ancien ministre Gaussou Touré, a quand même des qualités pour pouvoir incarner cette institution? Il a été ministre-gouverneur sous la casquette du RHDP. Est-ce que dans ce pays, en Côte d'Ivoire ici, il n'y a pas des hauts cadres, des intellectuels qui n'appartiennent pas forcément au RHDP qui aurait pu occuper ce poste? Bien sûr qu'il y en a. On vous a bien compris. Maître Cédric Koné, son parcours politique constitue-t-il pour vous un atout ou un handicap pour exercer cette fonction de médiation? Au regard de l'institution en elle-même, ça ne devrait, sinon ça n'a pas d'impact de mon point de vue. Il faut comprendre l'organe. Pourquoi est-ce que cet organe a été mis en place, d'où il vient au niveau de la Côte d'Ivoire? On avait sous le magistère du président Bédié, un office de médiation républicaine. Voilà, là, je parle de l'année 95. Donc, en 96, la médiature, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est née. La médiature, on parle d'un médiateur de la République, pourquoi? Pour intervenir en cas de conflit entre l'administration et un citoyen. Donc, les modes de saisine sont diffus. Voilà. Donc, quand vous avez un problème avec une administration, vous saisissez le médiateur de la République pour régler ce problème-là. On parle d'administration, mais nous sommes tellement à l'aise dans le mélange de gens au niveau de la Côte d'Ivoire qu'on a l'impression qu'il vient pour régler des problèmes éminemment politiques, ce qui n'est pas le cas. Et nous avons tellement de problèmes en Côte d'Ivoire qu'il ne faudrait pas perdre de vue l'essentiel. Vous avez par exemple un conflit qui peut être latent ou larvé avec les impôts. Si vous estimez que votre direction générale des impôts ou une direction de recouvrement des impôts n'est pas en mesure de vous donner satisfaction ou que vous n'êtes pas écouté, c'est dans ce type de cas-là que vous pouvez être amené à saisir le médiateur de la République. Là, nous sommes dans un débat qui est purement d'ordre administratif, qui n'a rien à voir avec le régime, qui n'a rien à voir avec la chapelle politique. Parce qu'à force de faire la confusion de gens, on vide les institutions de leur substance essentielle, de leur substance qualitative. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est de savoir, ou bien ce qui doit nous intéresser, c'est de savoir combien de litiges, parce que là on n'est même pas encore au stade du contentieux, combien de litiges ont été réglés sous la mandature de l'ancien médiateur. On voudra avoir des statistiques pour que ça incite et ça encourage les citoyens à saisir davantage le médiateur. Parce qu'on ne voit pas très bien la place du médiateur de la République, un organe administratif indépendant, dans des conflits politiques. Voilà. Donc, pour répondre correctement à votre question, qu'il soit du Parti communiste français ou du LFI ou des Républicains, d'un point de vue administratif, ça n'a aucun impact sur la façon dont les choses doivent se dérouler parce qu'il est là pour diriger une institution qui, elle, est là pour fournir un service public. Et comme je viens de vous le dire, rares sont les litiges avec les directions des impôts qui se transforment en contentieux. Donc je pense que sur ce type de cas, le médiateur de la République peut être saisi par les usagers pour le règlement des problèmes. Parce que les usagers en matière d'administration fiscale n'ont pas beaucoup de recours ou bien ne connaissent pas les voies de recours. Donc le médiateur peut également faire de la sensibilisation pour éviter un certain nombre de conflits. Parce que notre problème ici en Côte d'Ivoire, c'est notre propension à tout politiser et puis à s'écouter
pour ne pas dire des choses pragmatiques ou bien pour ne pas faire des choses pragmatiques. On voudrait savoir quels sont les objectifs du président de cette nouvelle institution, quels sont les problèmes qu'il entend régler, parce que les problèmes sont nombreux. Il y a des problèmes fonciers, il y a des litiges administratifs, il y a des litiges liés à l'usage des services publics et dans une certaine mesure, on peut avoir des conflits communautaires où le médiateur peut être amené à faire de la médiation, des règlements, rapprocher voilà, les positions, concilier les positions, parce que lui n'a pas de pouvoir de contrainte, malheureusement. Bien. Merci. Dr Daouda Ouattara, ça nous permet de parler des défis personnels qui attendent Gaussou Touré à la tête de cette institution. D'accord. Bien, pour parler de défis, moi je dirais que le rôle même, bien avant l'arrivée du nouveau médiateur de la République, le rôle même de la médiature n'est pas trop perceptible en Côte d'Ivoire. Parce que quand il y a un conflit ou bien un litige entre deux peuples ou bien deux tribus, ce sont toujours les chefs religieux, les guides religieux ou bien les cadres des partis politiques, de toutes les obédiences politiques, les fils et filles de ces tribus-là qui s'asseyent, qui règlent ce problème. On ne voit presque pas le rôle comment on appelle ça, de cette institution-là. Moi, je pense que cette institution-là doit être supprimée purement et simplement parce que pour économiser encore plus, pour injecter ce budget-là ailleurs. Voilà. Donc moi, je ne vois pas trop le rôle que joue cette institution. Lansana Karamoko, vous, votre lecture du rôle du médiateur de la République dans le système institutionnel ivoirien, certains estiment qu'il faut supprimer cette institution. Mais pourquoi vouloir supprimer? Déjà que... Parce qu'il ne voit peut-être pas son utilité. Oui, mais il faut peut-être chercher à savoir. Peut-être qu'aujourd'hui, si on posait comme une sorte de sujet d'évaluation à Daouda pour lui demander quel est le rôle de la médiature, il va se planter parce qu'il ne connaît pas. Mais c'est pourquoi il faut chercher à se cultiver, il faut chercher à comprendre. C'est tellement qu'il ne connaît pas. Ce n'est pas voilà. le but de faut qu'il cette sache, émission. justement, je veux dire, il faut chercher déjà à connaître c'est quelle institution. Quand même, le chef de l'État, le président de la République ne va pas se lever comme ça, créer une institution. Mais la médiature, comme l'a dit Maître Cédric Koné, existait déjà depuis 1981 sous une autre forme. Et la forme qu'on connaît aujourd'hui, elle est récente. Donc, ce n'est pas une structure qui a été... Mais aujourd'hui, on lui a donné peut-être beaucoup plus d'importance. Et maintenant, il faut connaître son contenu, il faut connaître sa mission. Et tout à l'heure, M. Cédric a dit que ça règle les problèmes, les conflits, les litiges entre l'administration et les usagers. Et il a chuté plus tard, là je suis d'accord avec lui, qui peut ici intervenir dans des problèmes communautaires. C'est vrai qu'il n'est pas dans le politique, mais n'oublions pas que c'est nous les politiciens, enfin, les politiciens qui impactent les populations et donc créent des problèmes communautaires qui sont les dérivés, n'est-ce pas, des problèmes créés par les acteurs politiques. Et donc, en aucun cas, je n'ai dit que le poste de médiateur de la République a été créé sous le président Alassane Ouattara. Non, personne ne l'a dit. Non, on ne l'a pas dit. De deux. J'ai dit simplement J'ai dit, et je précise que le rôle du médiateur de la République n'est pas perceptible. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un conflit ou bien un litige, ce sont les guides religieux et les fils et filles de toute obédience, de ces tribus-là qui s'asseyent, qui règlent le problème. Je sais, je vais dire... Voilà. Il y a eu des conflits communautaires ici, où ce sont les guides religieux qui sont assis, qui ont réglé à plusieurs reprises. On n'a pas vu le médiateur de la République. C'est ce que Gaussou, c'est un fait réel. Il est aussi important de noter pendant la présidentielle, le médiateur de la République avait organisé des rencontres avec les partis politiques, les médias, pour pouvoir sensibiliser pour des élections apaisées. C'est pourquoi j'ai dit, peut-être qu'il y a une certaine méconnaissance. Chacun n'est pas au même niveau de connaissance, n'est-ce pas, de ces différentes institutions de la République. Il y en a qui vont te dire, on fait quoi à l'Assemblée nationale? On va juste pour voter les lois. On fait plus que ça là-bas. Il y en a qui vont dire, qu'est-ce que le Sénat même fait exactement? L'Ivoirien ne cherche pas à connaître véritablement ces institutions. Peut-être qu'il faudra communiquer autour. Mais ce qui est sûr, la médiature, dire qu'elle est là pour la forme et qu'il faut la supprimer comme ça, tout d'égo, bon,
pour moi, c'est un peu gros, quoi. Merci Lansina Karamoko. Passons maintenant au sujet de notre émission de ce soir. Chaîne de valeur du riz, un financement de 68 milliards pour booster la production et réduire l'importation. L'annonce a été faite mercredi dernier lors du Conseil des ministres. Commentaire Aouma Lakba, est-ce que pour vous ce financement de 68 milliards peut-il réellement réduire les importations de riz en Côte d'Ivoire? Non. Aussi clairement non. C'est, je dirais, relativement au problème que nous avons sur cette problématique qui date des années 90 de l'autosuffisance alimentaire que nous n'avons jamais réussi d'ailleurs. C'est comme des petits pansements qu'on apporte à une grosse plaie en fait. 68 milliards, c'est beaucoup. La décision est déjà prise, c'est encouragé. Tant que des efforts sont faits, il faut encourager. Mais se dire tout de suite que les 68 milliards pourront atteindre l'objectif, je dis tout de suite non. Parce que si on dit oui, c'est qu'on ne sait pas en fait en réalité quel est le véritable problème de ce secteur. Vous savez, notre agriculture est malheureusement restée à l'étape traditionnelle et telle qu'elle a toujours été dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, nous sommes encore à ce stade-là. La Côte d'Ivoire n'a pas une véritable politique pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et si je veux bien spécifier la question, c'est au niveau du riz. Vous savez, la Côte d'Ivoire fait une production, en termes de chiffres, une production d'environ 1,3 à 1,5 million de tonnes, ce qui va équivaloir à 1 million de tonnes blanchies, c'est-à-dire ce qu'on produit ici. Ce n'est pas suffisant, d'autant plus que ce qu'on consomme par an, selon les chiffres même du ministère de l'Agriculture, on est autour de 2,3 à 6,6 millions de tonnes par an. Donc ce qu'on consomme, c'est vraiment assez. On est l'un des pays des plus gros importateurs de riz en Afrique de l'Ouest. Pourtant, on a les terres ici, on a les bas-fonds. Est-ce que depuis 1960 à aujourd'hui, nos gouvernements se sont vraiment assis et ont voulu, parce que pour moi, c'est une question de volonté politique, ont vraiment voulu qu'on puisse atteindre l'autosuffisance à ce niveau-là. Quand on finit de faire un véritable diagnostic, je pense qu'on peut atteindre l'objectif. Mais pour l'instant, les moyens qu'il faut, la réflexion qu'il faut, la décision qu'il faut n'a pas encore été appliquée. Regardez combien de fois, même ceux qui produisent au plan national le riz, les Ivoiriens pourront témoigner que ceux même qui produisent le riz local ici, le riz local là même nous revient plus cher que le riz vietnamien ou bien thaïlandais qui revient de l'autre côté parce qu'il y a des subventions et tout ça. C'est une question de volonté. Parfois au même prix, on voilà. voit cela à Gagnoa, à Daloa dans les restaurants. C'est quelque chose qu'on fait chez nous ici. Ce n'est pas... Mais les producteurs vous donneront des explications pour dire qu'eux-mêmes, ils gagnent beaucoup de difficultés dans la production, comment on appelle la production, la transformation, le stockage, le transport, la distribution, puis la commercialisation. C'est-à-dire que la chaîne, là, les 68 milliards qui ont été donnés, c'est pour effectivement cette chaîne à 6 étapes que je viens de citer. Quand vous savez que ce sont ces 6 étapes-là que j'ai rappelées, il y a la production, il y a la transformation, il y a le stockage, il y a le transport, il y a la distribution, et puis il y a la commercialisation. Et on parle de toute la Côte d'Ivoire. Donc vous comprendrez que 68 milliards, c'est quelque chose, mais ce n'est pas forcément la solution qui pourra nous permettre de sortir. Mais, comme je le dis, c'est une question de volonté politique. Si on a vraiment envie que notre pays soit autosuffisant, je pense qu'on peut le réussir, on peut être assez autosuffisant et même pouvoir desservir les autres pays de la sous-région, parce que la Côte d'Ivoire dispose de terres pour pouvoir faire cela. Bien. Maître Cédric Koné, voyez-vous une Côte d'Ivoire autosuffisante en riz les prochaines années avec ce financement de l'État de Côte d'Ivoire qui vient booster le secteur? Non. Non, carrément, parce que... Pourquoi vous êtes sceptique? Je ne suis même pas sceptique, puisque les faits sont quand même assez curieux et puis ils ne sont pas anodins. Vous avez une facture d'importation qui fait près de 500 milliards de francs CFA, c'est-à-dire qu'on achète un riz par année. Et le plus drôle, c'est que ce financement de 68,35 milliards, ce n'est pas un financement qui sort des caisses de l'État. C'est un prêt qui a été octroyé par la Banque islamique de développement pour, comme l'a dit Gaël, pour transformer toute la chaîne de valeur. Bon,
au-delà du riz, on a un gros problème au niveau de notre agriculture en général. Quand vous revenez sur la filière du riz, nous avons 3 pays qui sont de très gros exportateurs mondiaux. En tête, on a l'Inde, on a la Thaïlande et on a le Vietnam. En 1960, l'Inde avait des problèmes d'autosuffisance alimentaire. Et avec un certain nombre de réformes, avec des instituts de recherche agricole, où on a eu des variétés de riz vraiment hybrides, ils ont doublé, quintuplé, cinqutuplé leur production au point de devenir le plus gros exportateur mondial de riz. Vous avez le Vietnam qui avait le même problème d'importation que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui, dans les années 80. Donc en 86, on met en place un certain nombre de réformes, mais de vraies réformes pour accompagner les producteurs de riz, pour accompagner également tous ceux qui interviennent au niveau de la chaîne de valeur de transformation de riz, pour qu'aujourd'hui, le Vietnam soit le 3e plus gros importateur de riz dans le monde. Vous allez remarquer que dans ces pays-là, il y a une espèce de préemption que l'État fait sur les récoltes. C'est quand ils ont fini de stabiliser leur consommation locale que la plus-value, que le reste là est exporté. Vous avez également la Thaïlande qui, elle, s'est orientée vers une culture du riz au niveau du marché international, à tel point que le riz jasmin qui est parfumé là, c'est un label thaïlandais. On voit de temps en temps sur le marché des produits contrefaits, mais quand on parle de riz thaïlandais parfumé au jasmin, c'est un riz qui doit obligatoirement venir de la Thaïlande pour qu'il soit un riz authentique. Alors qu'ici, on assiste à quoi? On nous dit, oui, écoutez, on a beaucoup de surfaces cultivables. Les gens ne sont même pas informés que, par exemple, au niveau de Zata, à quelques kilomètres de Yamsoko, il y a des zones irriguées où on peut prendre 20, 30, 40 hectares pour produire du riz. Ça, on ne le fait pas. Au niveau de la production, nous, pendant qu'on a des productions semestrielles, parce qu'on va planter, on attend 6 mois après pour qu'on puisse récolter le riz. En Inde, chaque mois, il y a des récoltes de riz. Je suppose qu'en Thaïlande, c'est exactement la même chose, et même au Vietnam. Donc, le cycle de production n'est pas interrompu, il est constant. Chaque mois, vous avez du riz, vous avez du riz. Donc, quand vous avez du riz chaque mois, vous arrivez à déjà donner à manger à votre population. Donc, il y a la suffisance alimentaire. Et puis, le stock, le reste, là, vous pouvez exporter. Ça vous fait venir des devises. Mais derrière, les banques sont encouragées à prêter aux cultivateurs. Il y a une motorisation de l'agriculture. Il ne faut pas oublier que nous, on a une faible mécanisation. On a une transformation qui est quasi insuffisante, qui est quasi inexistante, voire très insuffisante. On a un problème de logistique. Vous imaginez le planteur qui va dans sa petite rizière là, acheter un motoculteur qui, je ne sais, va coûter combien de francs CFA pendant qu'il est obligé d'attendre 6 mois pour récolter le fruit de ses semis. Donc, dans ces conditions-là, on ne peut pas être autosuffisant au plan alimentaire. Il n'y a pas d'attractivité, il n'y a même pas de mesures incitatives pour que des jeunes se dirigent vers les filières agricoles, deviennent de grands ingénieurs agronomes, on est la main d'œuvre pour pouvoir avancer. Donc, merci. C'est un gros problème. Merci, M. Dikoné. Dr Daouda Ouattara, comment vous expliquez que la Côte d'Ivoire, malgré son potentiel, continue d'importer massivement du riz qui vient toujours de l'extérieur? Moi, je pense que c'est un problème de gestion. Parce que dès les premières décennies de notre indépendance, il y a le gouvernement du président Félix Houphouët-Boigny qui avait mis en place la SATMACI. La SATMACI était l'institution qui gérait, ou bien c'était la fêtière de la filière rizicole en Côte d'Ivoire. Et en 1970, la SATMACI a été remplacée par la SODERI. Et la SODERI était chargée de promouvoir la production du riz, d'encadrer les paysans et la commercialisation du riz paddy. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a eu le riz paddy. Mais la mauvaise gestion de la SODERI a fait que la SODERI a été dissoute. Et s'en est suivi aussi la fin de l'État-providence.
Et certains évoquent aussi le manque d'intérêt des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne se sont pas trop impliqués à ce projet. Bon, peu importe, mais ce que moi je retiens, c'est la mauvaise gestion de la SODERI. Qu'est-ce que les différents États, les différents gouvernements la SODERI a été dissoute pour en pouvoir 1977. intéresser les populations? Maintenant, de 1977... Non, c'est la question qu'on vous pose. Qu'est-ce que les différents gouvernements ont fait pour pouvoir intéresser les populations à la riziculture? Oui, j'en venais d'ailleurs. Donc, depuis 1977, il n'y a pas eu en tant que telle une institution comme la SODERI en tant que telle. C'est ces temps-ci qu'une autre institution, je crois que Adéri, voilà, qui a été mise en place pour la filière rizicole. Mais il faut remonter un peu plus loin. En 2019, il y a le ministre Gaoussou Touré, qui est aujourd'hui médiateur de la République, qui avait été nommé spécialement ministre de la riziculture. Ministère du riz. Ministre de la riziculture en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire pour remonter, n'est-ce pas, cette filière-là. Voilà. Et l'objectif était de faire de la Côte d'Ivoire un pays autosuffisant en riz en 2020. Mais l'objectif n'a pas été atteint. En 2021, avec l'avènement du gouvernement Patrick Achi, ce ministère-là a été dissous et il a été rattaché au ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui encore, on nous parle de 168 milliards pour redonner vie à ce secteur-là. Moi, je suis un peu sceptique parce que moi, je me dis que les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Si la SODERI a été mal gérée, les 108 milliards aussi peuvent être détournés, peuvent être dilapidés ou bien peuvent être donnés à peut-être des cousins, des connaissances, des gens qui gèrent ce dossier-là. Ils vont dilapider ces fonds, comme ça a été le cas pour la BNDA à l'époque. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est comment est-ce que ces 110 milliards-là vont être gérés. Il faudrait qu'il y ait un suivi. Il faudrait qu'il y ait qu'on aille étape par étape, qu'on nous fasse le point de cette somme-là. Parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, la terre est fertile partout en Côte d'Ivoire. Mais nous nous basons seulement sur le riz qui est fait dans les bas-fonds. Or, le riz peut être cultivé sur la terre ferme. On peut cultiver le riz partout. On doit inciter les Ivoiriens à s'intéresser à la culture de cette denrée-là. Parce que, je le disais ici la dernière fois, la Côte d'Ivoire a cette fâcheuse manière de consommer en grande masse ce qu'elle ne produit pas. Et de produire en grande masse ce qu'elle ne consomme pas. Et c'est ce qui nous met dans cette situation. Alors, pour inciter les jeunes à s'intéresser à cette filière-là, il va falloir qu'il y ait des garanties au moins. Il va falloir peut-être créer des coopératives ou bien regrouper les jeunes dans des villages, ou bien par 10, dans des villages ou bien dans des régions. Et puis, on va leur donner les moyens. On va mettre les machines à leur disposition. Ils vont produire le riz en grande quantité. Et puis, on verra. Sinon que de 2019 à 2025, nous sommes passés de 1,5 million de tonnes d'importation à 1,6 million de tonnes d'importation, avec 722 millions de dollars de dépenses par an. Vous voyez? Et nous sommes le deuxième importateur en Afrique, juste derrière le Nigeria. Pourtant, la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Le riz pousse partout, le manioc pousse partout, tout pousse partout. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays désertique. Donc c'est à nous de faire des efforts. C'est au gouvernement de mettre des mécanismes en place qui puissent inciter, n'est-ce pas, les jeunes ou bien les riziculteurs à faire des plantations sur les grandes surfaces pour nourrir la population ivoirienne, pour éviter que nous importions à chaque fois le riz. On termine cette partie avec vous, Lansina Karamoko. Votre commentaire sur tout ce qui a été dit. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Bon, je crois que j'ai écouté les uns les autres. Mais pour ce que je sais de cette question du riz, déjà, comme l'a dit Cédric dans son développement tout à l'heure, la question du riz avait été prise à bras le corps par le président, par le père fondateur Houphouët-Boigny. Nous, je me souviens quand nous étions au primaire, il y a des coopérants chinois qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui étaient installés dans les zones de production de riz. Donc, il y a eu une politique soutenue du président Houphouët-Boigny qui, n'est-ce pas, en 1975, a produit des effets. En 1975, on était à 350 000 tonnes. Donc, on était, selon les statistiques, autosuffisant. La Côte d'Ivoire était autosuffisante en matière de riz. Mais en même temps,
la structure qui a été créée, la SODERI, pour encadrer l'activité, la caisse de péréquation qui est l'équivalent de la caisse de stabilisation pour le café et le cacao, la caisse de péréquation et la SODERI n'ont pas joué leur rôle. Et d'ailleurs, en 1977, quand la SODERI a été complètement dissoute, automatiquement, on s'est tourné vers, n'est-ce pas, l'importation massive du riz. Et ça n'a plus arrêté jusqu'au jour d'aujourd'hui. Comme l'a dit Daouda également, avant même d'aller sur la terre ferme, mais d'Abidjan jusqu'à Zonyen, d'Abidjan jusqu'à Déré-Gagnoua, on n'a que des bas-fonds. Déjà, la Côte d'Ivoire devrait prendre, je vais dire, les gouvernants devraient prendre une décision politique. Là, je suis d'accord avec Gaël, qu'il y a une volonté politique qui doit se manifester là. Parce qu'on a dû remarquer que l'Ivoirien est un grand consommateur de riz. Donc, c'est devenu même, je dirais, notre premier régime alimentaire consommé. Et donc, dès lors qu'on est conscient de ça et que beaucoup d'argent sort, alors il faudra réfléchir, mettre en place un nouveau mécanisme, n'est-ce pas, pour faire en sorte, que les bas-fonds soient véritablement aménagés. Parce que pour qu'un bas-fond puisse donner, il faut qu'il soit aménagé. En 2000, déjà, il y avait un projet basé sur la question. À l'ouest, il y avait des aménagements des bas-fonds qui se faisaient pour permettre aux populations de la zone pour avoir accès à des surfaces déjà bien aménagées pour pouvoir produire. Il faut reprendre, n'est-ce pas, cette activité. Il faut aussi créer une banque qui pourra accompagner, n'est-ce pas, la filière du riz. Parce que, quand même, la culture du riz nécessite beaucoup d'argent. Parce qu'en 1975, on avait 350 000 tonnes, mais on était 6 700 000 environ d'habitants en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on a 30 millions. Et si on veut rattraper le temps perdu, il va falloir que l'État s'investisse énormément et puis donner un cahier des charges, même pourquoi pas, à tous ces importateurs pour qu'à côté des importations qu'ils font, qu'ils financent un tant soit peu sur leurs bénéfices, n'est-ce pas, la culture du riz en Côte d'Ivoire. Et sinon, si on veut vraiment, on va y arriver, mais ce n'est pas en faisant des petits gestes. Je me souviens, il y a 1-2 ans en arrière, qu'on a distribué des semences. Tout ça, c'était pour encourager les riziculteurs. Mais les gens ont préféré prendre les semences, pour les vendre, soit même pour aller préparer directement pour manger. Or, c'était fait pour aller s'aimer, n'est-ce pas, du riz. Donc, il y a des gestes qui sont faits. Aujourd'hui, on parle de 68 milliards. C'est certainement un début, mais il faut aller plus loin en vraiment mettant en place un mécanisme de sorte que vraiment la Côte d'Ivoire puisse devenir autosuffisante alimentairement sur le plan du riz, je vous l'ai dit, parce qu'on a la terre pour ça, on a l'environnement pour ça, on a la pluviométrie pour ça. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas devenir autosuffisants et même exporter, pourquoi pas, dans la sous-région et dans d'autres pays africains. Bien, merci Lansina Karamoko. C'est maintenant l'heure du chiffre du jour. Voilà le chiffre du jour, rubrique qui met en avant un chiffre en rapport avec l'actualité. 256, c'est notre chiffre du jour. Au moins 256 véhicules, bien sûr, sur 883 contrôlés ont été mis en fourrière à la suite d'une opération spéciale de contrôle routier le 5 mars 2026. Commentaire, Maître Déconné. Oui, mais je pense que c'est du pain béni pour le nouveau médiateur de la République. Il faudrait que les usagers qui ne sont pas d'accord avec la mise en fourrière aussi systématique de leur véhicule puissent le saisir pour qu'ils interviennent auprès de l'administration de police. Voilà. Parce qu'on a la DGTTC qui est... La Direction Générale des Transports Terrestres. Exactement, qui aujourd'hui est quand même très présente. À tort ou à raison, on peut se sentir lésé. On peut également aussi écoper d'une sanction qui est juste. Donc quand on n'est pas d'accord, et vu qu'on a, c'est une administration qui saisit à partir de l'administration de police, qu'on n'a pas de moyens de recours, il faut saisir le médiateur de la République pour que lui il puisse arrondir les angles et puis trouver une solution pour que tout le monde soit content. Bien, Lansina Karamoko. Oui, je crois que c'était déjà une bonne chose parce que tout ça c'est fait par rapport à l'incivisme que nous constatons de plus en plus aujourd'hui. L'Ivoirien a peur de la répression. Depuis que la TTC... les embouteillages n'ont pas baissé pour autant. Non, l'embouteillage n'a pas baissé. Voilà. Mais l'embouteillage ne baissait même pas. Mais il y avait l'incivisme qui provoquait des accidents.
Ce n'est pas au nom de l'embouteillage qu'il faut aller rouler dans tous les sens. Et aujourd'hui, quand on est dans la circulation, de plus en plus, on commence à être discipliné, etc. Et je crois que c'est une bonne chose. Mais en même temps, attention, parce que ça commence bien, mais il ne faut pas qu'il y ait de l'abus. Parce que ça aussi, ça peut arriver. Et comme il y a... grâce à Ahmed Cédric, on connaît un pas au moins de ce qu'est la mission de la médiature. Alors donc, automatiquement, on peut se rendre là-bas quand on pense qu'on est, n'est-ce pas, l'objet d'une injustice. Voilà. Docteur? Alors, à travers ces chiffres, on remarque bien que le civisme est une réalité en Côte d'Ivoire. Parce que sur près de 800 véhicules inspectés, il y a 256 qui ont été mis en fourrière. Bon, ça parle. Ça veut dire que les Ivoiriens n'aiment pas se mettre en règle. Les Ivoiriens veulent rouler des véhicules sans des papiers ou bien ils font de n'importe quoi sur la route. Avec la nouvelle direction, avec le travail que fait la direction du transport terrestre, vous voyez que quelle que soit la commune ou bien quelle que soit la ville où tu roules aujourd'hui, tu as peur de prendre le sens inverse. Or, avant c'était le contraire. Dans un petit embouteillage, vous voyez les gens prendre le sens inverse. Ou bien partout où on passe, ce sont les WW qu'on remarque. Mais puisqu'ils savent qu'on ne peut pas les flasher, ils se permettent de faire n'importe quoi au volant. Parce que même s'ils commettent une infraction ou bien même s'il y a un accident, il peut fuir à tout moment puisque le véhicule n'est pas référencé. Donc voilà. Donc ce que fait la direction générale du transport terrestre là, nous met tous à l'abri. Et je pense que c'est à saluer. Bien. Gaël Lacroix, pour terminer. Alors, 256 véhicules mis en fourrière sur, il ne faut pas oublier de le dire, sur près de 900 qui ont été en cause. Ce qui veut dire qu'il y a autour d'une différence de près de 600 qui ont été dans les problèmes, on va le dire, et qui ont été relâchés, ils ont pu trouver une solution. Ce n'est pas dit que ceux-là étaient innocents forcément qu'on les a interpellés, mais ils sont répartis à leurs véhicules comme 256 ont été mis en fourrière. Dans les 256, si on avait au moins les détails de ce que chacun a fait, voilà. Ce serait intéressant. Donc quand on nous donne les chiffres, vraiment que la direction générale du transport terrestre aussi donne vraiment un truc un peu plus détaillé pour qu'on puisse... Parce que c'est tout ça qui permet de faire le diagnostic pour s'exprimer. Alors moi, je vais saluer déjà cette action-là. C'est vrai que le travail soit bien fait, qu'on mette de côté aussi les abus. Mais pour l'instant, on n'a pas trop eu écho d'abus. Je voulais féliciter le DG Sako pour le travail qui est en train d'être fait. Même si on n'a pas eu écho, non, dans tout ce qu'on fait. J'ai assisté à beaucoup d'abus. On veut dire, bon, la plaque minérale, la poussière, elle a effacé le numéro, donc pourtant, c'est pas de votre faute. Bien sûr, ce sont des choses, ce sont des choses qui peuvent arriver, et je le dis, ce sont des choses qui peuvent arriver. On trouve, vous avez dit tout à l'heure, les voies des moyens pour pouvoir être établi dans ses droits. Mais ce que je voulais noter, c'est que, on le dit toujours, ces accidents qu'on a en chiffres, qui sont vraiment exorbitants pour notre pays, la plupart de tous ces accidents qui se passent, soit sont du fait de l'homme, du mauvais comportement. Les gens ne veulent pas être bien éduqués sur la route. C'est l'incivisme. Regardez ce qui se passe. On continue de dénoncer. Aujourd'hui, moi, je salue tous ceux qui dénoncent ces personnes qui filment ceux qui ne veulent pas respecter la loi. C'est devenu comme un effet de mode aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et il faut encourager, je soutiens tout cela. Parce que malgré le fait qu'on vous dit bien qu'il y a 256 véhicules, c'est beaucoup pour la petite période. Mais même demain matin, et même ce soir quand on sera en train de partir à la maison, il y a des gens qui vont toujours sortir des rangs, qui ne veulent jamais respecter la loi. Pourquoi? Voilà. Mais il faut les amener à respecter. Et pour respecter, on a fait la phase de sensibilisation. Actuellement, c'est la phase de répression. Il faut aller jusqu'au bout. Moi, j'en voudrais bien au ministère, à la direction générale du transport terrestre, s'ils arrêtent. Il faut continuer comme ça jusqu'à ce que tout le monde soit droit. Vous ne pouvez pas aller vous retrouver dans une rue à Bordeaux, à Paris, ou bien même dans certains autres pays africains. Et puis vous allez voir les gens se comporter comme ça. Nous, les Ivoiriens, ne sommes pas des extraterrestres. Il y a la loi, il faut qu'on respecte. Voilà, nous sommes de retour de la pub. Menace de l'urbanisation sauvage en Côte d'Ivoire. Alors, selon la Banque mondiale,
Plus de 50% de la population ivoirienne vit aujourd'hui en zone urbaine, contre moins de 30% il y a quelques décennies. Alors la Côte d'Ivoire est-elle en train de subir une urbanisation plus rapide que sa capacité de planification? Question, Dr Daouda Ouattara. Bien, moi je pense que l'urbanisation en Côte d'Ivoire n'est pas du tout maîtrisée. L'urbanisation échappe carrément à Abidjan ou partout en Côte d'Ivoire? L'urbanisation, surtout à Abidjan. C'est d'Abidjan, c'est Abidjan qui pose problème actuellement, qui pose le plus de problèmes actuellement. Donc on va parler d'Abidjan. Donc l'urbanisation au niveau d'Abidjan échappe complètement au contrôle de l'État de Côte d'Ivoire. Ça, c'est mon premier constat. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui et ce que nous avons étudié comme règle en termes d'urbanisation, c'est comme le jour et la nuit. Aujourd'hui, nous assistons à une urbanisation extensive au lieu d'une urbanisation intensive qui pourrait, qu'on appelle ça, qui pouvait canaliser, qui pouvait sécuriser, qui pouvait donner une visibilité plus nette du domaine urbain d'Abidjan. Or, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est de l'anarchie, c'est du n'importe quoi. Monsieur X se lève, il fait ce qu'il veut. Monsieur Y se lève, il fait ce qu'il veut. Il y a même des quartiers entiers qui ne sont même pas lotis, où les gens sont venus, ils ont construit ça et là, où il n'y a même pas de route pour circuler, il n'y a même pas de canalisation, il n'y a pas de... rien. Les codes de l'urbanisation ne sont pas respectés. Il y a ça. Aucune école, pas d'électricité, pas d'eau courante. Les gens ont construit comme ça et les gens ont laissé faire. Le ministère de la Construction, absent. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme, c'est le même ministère. Mais les directions régionales ou bien les directions départementales, tout ce monde-là, personne ne parle. Il suffit qu'ils viennent, on leur glisse quelque chose et puis ils ferment les yeux. Voilà. Et nous assistons à une urbanisation de plus en plus extensive qui fait que le maraîcher, même qu'on vendait sur les marchés d'Abidjan, est en train de reculer. Parce qu'il y avait dans les zones autour d'Abidjan, comme Anyama, Dabou, des zones d'Abidjan, Aboville, sur la route d'Aboville, etc., où le maraîcher se faisait. Et c'est ce maraîcher-là qui venait ravitailler les marchés d'Abidjan. Et avec ce lotissement anarchique, tous ces terrains-là ont disparu et les denrées se font de plus en plus rares. Ça, c'est la première conséquence. Et au fur et à mesure, on va vous donner. Alors, Aouma Gaël Lakba, vous allez rebondir, mais une autre question pour vous. Alors, chaque année, ce sont des milliers, sinon voire des millions de personnes qui s'installent à Abidjan, attirées par des opportunités économiques de la capitale. Mais les infrastructures urbaines, est-ce qu'elles suivent réellement ce rythme de croissance? On parle là d'exode rural, encore un mal que nos gouvernants ont comme défi depuis encore les années 90, malheureusement. On a l'impression qu'il y a certaines priorités pour les gouvernants. RHDP au pouvoir depuis 2011, les voies, ils font plus la publicité sur le nombre de routes construites, le nombre de villages électrifiés, le nombre de villages desservis en eau. C'est-à-dire qu'il y a certaines priorités et puis il y a certains secteurs où vraiment ça n'a pas marché. Tout ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui d'urbanisation sauvage, surtout sur la capitale économique, c'est dû à quoi? C'est dû à la forte concentration. C'est dû à ce qu'on appelait l'exode rural. Parce que tout est concentré sur Abidjan. Vous ne pouvez pas rester dans une ville de l'intérieur où les opportunités sont minimes, sont moindres, sont rares. Tout le monde veut venir à Abidjan parce que tout est concentré à Abidjan. Alors que les gouvernants qui sont là aujourd'hui avaient fait de la décentralisation un pan de leur gouvernance. Effectivement, la décentralisation serait une solution. Mais malheureusement, on n'a pas encore réussi la décentralisation. Voilà pourquoi. Vous imaginez que en 1950, Abidjan avait autour de 65 000 âmes. Tout Abidjan, 65 000 personnes. Mais c'était un peu réglementé. Aujourd'hui, on est à 6 millions d'habitants. Tout le monde veut habiter à Abidjan.
Donc, on va naturellement assister à cette urbanisation sauvage qui se reflète par quoi? Par le non-respect des plans d'urbanisation, par le non-respect des normes de construction, non-respect des réserves foncières, non-respect des règles d'aménagement. Donc, quand on ne respecte pas tout cela, ça donne quoi? Des quartiers informels, il y en a beaucoup à Abidjan. Ça donne quoi? Des lotissements même illégaux. C'est tellement, en fait, la construction, même des constructions dans les zones à risque. Tout ça, c'est dû à quoi? Parce que nous sommes tous sur Abidjan et le ministère de la construction et du logement, là, vous voyez tout ce que je viens de citer, ne peut pas faire face. Parce qu'ils n'ont même pas non seulement le nombre d'agents pour pouvoir traquer tous ces trucs. Donc, eux, ils sont devant cette difficulté-là. Et malheureusement, comme je vais le dire encore, tout est une question de volonté politique. Si on avait décidé vraiment de rendre des villes, comme on le dit en Europe, en France, ils parlent plus de banlieues. Les villes autour de la capitale, il y a Dabou, Agboville, toutes ces villes-là. On aurait pu emmener des ministères. Est-ce que vous partagez cet avis, je ne vais pas citer la personne, qui disait sur un plateau télé qu'il estime qu'il faut réduire la distance entre les villes? Réduire la distance entre les villes? Par exemple, à Yamoussoukro, à 20 km ou 30 km d'Abidjan. Je me souviens de cette expression que beaucoup n'avaient pas compris. Et il y en a même eu des railleries. Quand il dit ça ainsi, ce n'est pas pour dire qu'on va déplacer Yamoussoukro venir vers Abidjan. C'est dire créer des moyens de locomotion. Aussi simplement. Vous vous imaginez qu'un métro quitte Yamoussoukro pour Abidjan. C'est fini. Tout le long là est desservi. Donc moi, je peux accepter d'aller habiter, vivre à Yamoussoukro, là où le plan est respecté, où on n'est pas tous concentrés, et puis en 20-30 minutes me retrouver à Abidjan pour travailler. Mais comme il n'y a pas ces moyens-là, tout ça n'est pas encore développé, mais c'est difficile, tout le monde veut habiter là où il travaille, parce que vous n'allez pas habiter à Abidjan et puis aller dormir à Yamoussoukro pour venir travailler pendant que vous devez vous déplacer en car. Il y a ceux qui ne travaillent pas à Abidjan, mais qui veulent forcément résider à Abidjan. Ils disent la vie est chère à Abidjan. Ils viennent relativement aux opportunités. Ils pourraient se débrouiller, comme on le dit, à l'intérieur du pays. Ceux qui sont plus à l'intérieur, si vous avez déjà fait l'intérieur du pays, moi je connais bien. En général, quand vous arrivez à l'intérieur, vous avez souvent un peu de moyens. Vous vivez là 1 semaine, 2 semaines, vous allez comprendre qu'il n'y a pas tellement, à l'intérieur, il n'y a pas tellement d'opportunités parce que, comme je le dis, tout est concentré sur Abidjan. Tu veux faire tel truc, tu es obligé de venir à Abidjan. Il y a des zones même où il n'y a même pas de banque. Ces zones-là ne sont pas encore arrivées à un certain niveau. Alors qu'avec la décentralisation, bien sûr, avec la décentralisation, dans toutes les grandes villes il y a beaucoup de villes où il n'y a pas de banque. Il y en a. Donnez-moi le nom des villes. Par exemple, il y a vu Payota, où, comment il s'appelle, on a un collègue là, j'oublie un peu son nom, qui est en train de mener un combat là-bas où il dit que depuis tout ce temps, il n'y a pas de banque dans sa zone. Et ce n'est pas que cette zone-là. Il y a d'autres villes aussi où il y a au moins une. C'est une petite ville quand même. Non, ce n'est pas aussi une petite ville que ça. On parlait des Gagnois, on ne va pas s'attarder sur ça. Mais ce que je suis en train de dire, si on réussit vraiment comment on appelle, la décentralisation, on pourra aider à ce niveau-là. Voilà. Maître Dekone, selon ONU Habitat, une urbanisation non planifiée entraîne souvent la prolifération des quartiers précaires et des habitats informels, comme l'a dit Gaël Lakba. Mais est-ce qu'on peut dire que l'urbanisation sauvage est devenue un défi structurel pour certaines villes ivoiriennes? C'est plus qu'un défi structurel, c'est une bombe sociale. Dans la mesure où il ne faut pas perdre de vue le fait que ce n'est pas faute de moyens, faute d'opportunités, que certains de nos compatriotes se retrouvent dans ce type d'habitat de fortune. Ça pose donc le problème de la création de richesses, comme Lakba le disait, au niveau de toutes les villes. La forte concentration, la forte paupérisation dans les zones rurales occasionne la surpopulation au niveau d'Abidjan. Voilà. Ce qui veut dire qu'il nous faut, en termes de création de richesses, s'appuyer sur la spécificité locale. On aime, et j'aime toujours citer la France à titre d'exemple parce que c'est l'ancienne puissance coloniale. Mais quand vous allez en France, vous avez une économie qui est basée sur la spécificité locale. Je prends encore la région de Reims en Champagne, Ardennes,
où toute l'économie tourne autour du vin, toute l'économie tourne autour du raisin, toute l'économie tourne autour du champagne. Et c'est même le nom de la région même qu'on a pris pour l'attribuer aux produits. Et puis aujourd'hui, dans le monde, on parle de champagne. C'est parce que c'est la Champagne Ardenne. Donc vous allez voir que le coût du loyer au niveau de Reims correspond au niveau de vie à Reims. Le schéma directeur, il est bien évidemment respecté. La commune, elle également, connaît le nombre de ses citoyens qui sont présents sur son territoire. Donc aujourd'hui, nous sommes face à une vraie bombe sociale. Et tout à l'heure, on a cité à 2 ou 3 reprises Dabou. Dabou est devenu une catastrophe, un désastre en matière de paysage urbain. Parce que tout est confondu, tout est surchargé, tout est confus. C'est même pas agréable à regarder. Dabou, c'est une ville qui est chère à mon cœur parce que je suis né à Dabou, j'ai grandi un peu à Dabou. Mais aujourd'hui, quand j'arrive à Dabou, j'ai envie de repartir très rapidement à Dabou. Ici même à Abidjan, il n'y a même pas de zone verte pour que les enfants puissent s'aérer, s'égayer. Donc nous sommes face à une bombe sociale. Dit que c'est un cataclysme. Ce n'est pas amoindrir les choses ou aggraver les choses. C'est la réalité qui est là. Donc tant qu'on n'aura pas créé de richesse, tant qu'on ne crée pas d'opportunités dans les villes de l'intérieur pour que derrière le schéma directeur suive, le contrôle de l'application du schéma directeur suive, le recrutement des agents de la fonction publique pour contrôler l'installation, on va toujours rester sur ces approximations urbaines-là. Et puis, au fur et à mesure, on ne s'en sortira pas, malheureusement. Il y a également le problème du transport qui n'est pas développé. Vous allez aller en France, vous allez voir des travailleurs du privé qui quittent 170 km le matin pour travailler dans la capitale et puis qui repartent le soir tranquillement chez eux. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire? Mais malheureusement, vous allez constater que vous mettez... Parce qu'il y a aussi des infrastructures de qualité où ils vivent. Oui, mais ça a été construit, ça a été pensé, ça a été surtout entretenu. Voilà, parce qu'il y a des budgets qui sont votés pour ça. Je me demande quel est le rôle des communes. Je vais encore vous prendre l'exemple qui est devant nous. La rue Alex Fleming, on en parle depuis... À Makori, zone 4. À Makori, zone 4, le tronçon qui mène au studio ici. Mais combien de fois nous sommes obligés de réparer nos véhicules parce que la voirie n'est pas entretenue depuis des années? Et quand vous arrivez, vous avez des cratères comme ça, avec de l'eau, plein de choses. C'est même pas propice, c'est pas agréable à voir. Et puis on dit, un peu partout dans la rue, on habite zone 4, on est en zone 4. Les autorités décentralisées font quoi? Parce qu'il y a quand même une petite parcelle de pouvoir qui a été donnée à la municipalité. Bien. L'ancien Nakaramoko, selon toujours ONU Habitat, les villes africaines connaissent l'une des croissances urbaines les plus rapides du monde. Est-ce que pour vous, cette croissance rapide est-elle une opportunité ou un risque pour notre pays, la Côte d'Ivoire? Non, ça devrait être une opportunité parce que... Mais est-ce que il y a la... opportunité, ça devrait être... Non, ça devrait être une opportunité. Je le dis parce que il y a des entreprises qui font les lotissements. Parce que tout part de là. Est-ce que leur responsabilité sociétale est véritablement engagée? Parce que la responsabilité sociétale, c'est quoi d'une entreprise? C'est une entreprise, lorsqu'elle veut faire un lotissement, elle doit tenir compte de plusieurs paramètres. Le paramètre de l'environnement, le paramètre de l'assainissement, le paramètre de construire une école, de prévoir les espaces verts. Ça devrait être pris en compte dans le cahier des charges. Est-ce que c'est ce qui est? Vous voyez, au début, en Côte d'Ivoire et chez Abidjan, sous le président Faure-Bagnon, on a oublié de partir de quelque part pour expliquer les choses. Et il y a eu, n'est-ce pas, cette propension, n'est-ce pas, des logements sociaux qui ont été construits. À Yopougon, Sikoji, Sojifia, ensuite Nyangon. Mais toutes ces constructions étaient précédées de la viabilisation du site. Et lorsque l'État même, à un moment donné, a dit, bon, on va arrêter la construction parce que les Sojifia ont fini par disparaître, il y a la CDC également qui a disparu. Donc, quelque part, l'État était en train de se désengager dans la construction des logements sociaux, mais l'État n'a pas pour autant abandonné les populations. Quand vous prenez le quartier Ananendere,
de Yopougon, vous prenez le quartier Maroc de Yopougon, vous avez vu qu'il y a une viabilisation qui a été faite pour assainir et tout. Et donc, c'est le Bénet qui pilotait le projet, on vous vend la parcelle, ça fait 400 mètres carrés, mais quand vous arrivez, l'assainissement, la voirie, tout y est. Bitumé, tout. Vous ne venez qu'occuper votre parcelle et vous construisez dessus. Est-ce que c'est ce qui s'est fait? Quand en 80, on a commencé à construire la Riviera Palmeraie, mais parce qu'il y a des gens qui se sont trouvés suffisamment forts financièrement, ils sont sortis du lit normal sur lequel la promotion des logements a été faite pour aller construire dans des bas-fonds. Aujourd'hui, il y a un coin qu'on appelle rue Ministre pour ceux qui connaissent la Riviera, mais on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Mais est-ce que dans le plan d'urbanisation, est-ce qu'il était prévu qu'on construise là? Bien, ça soulève une autre question. Oui. Quand vous suivez le GPS dans la commune de Cocody, Oui. très souvent, on vous dit de tourner à gauche ou à droite. Mais vous verrez êtes dans le toit. une villa Ouais, à tomber votre sur un droite ou à mur, votre là-bas. gauche. Voilà. Ah ben oui. Des maisons construites Mais souvent sur c'est des vrai. voies. Mais c'est vrai, c'est pourquoi il dit qu'il y a une responsabilité à tous les niveaux, aussi bien au niveau des différents ministères de construction qui se sont succédés, au niveau des opérateurs et au niveau même de ceux qui donnent, parce que quand il parle du ministère de la construction, ceux qui donnent l'ACD ou bien qui donnent le permis de construire, autorisation de construire dans ces coins-là. Voyez-vous, aujourd'hui, la situation semble s'améliorer un peu, mais jusque-là, ce n'est pas encore très clair. Parce qu'autour d'Abidjan, moi, je viens d'Anyama. Anyama, aujourd'hui, c'est là que tout le monde est en train de partir. Mais on constate également qu'il y a ces mêmes genres de lotissements qui se font sans qu'il y ait d'ouverture de Mais si voies. les populations sont nombreuses, Tu comme vois, je disais qu'il y ait tout à sans qu'il y l'heure, ait ouverture de le voies. ministère Non, ne peut pas... ça échappe au si le ministère, en fait. ministère, au préalable, met des garde-fous, balise le terrain avant qu'on ne fasse un lotissement, je crois qu'on peut diminuer un tant soit peu, n'est-ce pas, cette urbanisation sauvage. Rapidement, Dr Daouda Ouattara, alors selon certains spécialistes de l'urbanisme, le manque de logements accessibles en Côte d'Ivoire pousse de nombreuses familles vers l'habitat informel. Alors Abidjan, qui concentre aujourd'hui une grande partie de l'activité économique du pays, est-ce que vous estimez que cette ville, en tout cas, rassemble et n'encourage pas, voilà, une urbanisation contrôlée? Moi, mon avis est un peu mitigé, mi-figue, mi-raisin. Moi, je dirais que c'est la paupérisation qui pousse les individus à aller comme ça, créer ces habitats précaires. Ce n'est pas le manque de logements viables, ce n'est pas le manque de logements sécurisés, mais c'est la pauvreté qui les pousse à aller vers ces endroits-là. Le SMIC est à 75 000 francs. Le studio normal, peut-être à Yopougon ou bien à Kepa, c'est à 70 000, 80 000. Pour un SMIC de 75 000, tu te loges comment? Tu es obligé d'aller aussi qu'au bois, si je le dis de façon, comme on le dit de façon Et là, vous avez parlé de Yopougon, il y a même non, plus ailleurs. Quand il dit Yopougon, j'ai un peu généralisé au fait. Quand il dit Yopougon, dans Néré, Maroc, le minimum c'est 80 000 francs le studio, alors que le SMIC est à 75 000 francs. Alors, pour un individu qui a ce salaire, il ne peut pas habiter ce quartier. Il est obligé d'aller se trouver un logement peut-être à 10 000 francs. 10 000 francs, 15 000 francs, 20 000 francs. Vous pensez que des logements de 10 000 existent encore en Côte d'Ivoire? Non, mais forcément, dans les cycles, les logements précaires, il peut en avoir. Autour de 25-20 000 francs. Il y a des quartiers précaires comme, par exemple, Yopougon, il y a OCI, il y a Boribana, etc. Boribana, ça n'existe plus. Au moins, ça existait, il y avait des maisons comme ça. Mais il y a quand même encore des quartiers précaires à Abidjan. Mais il faut faire un peu l'historique de la ville d'Abidjan. Alors, le malheur d'Abidjan a commencé après 1934, où Abidjan a été érigé en capitale politique. Et en ce moment-là, le colon ne cherchait que le bénéfice. Comment exploiter la colonie. Donc, la capitale politique et la capitale économique ont été érigées à Abidjan en même temps. Et en 1960, c'est-à-dire en 1960, avec l'arrivée de la nouvelle administration, rien n'a changé. Abidjan absorbe aujourd'hui plus de 90% de tout ce qui est industrie en Côte d'Ivoire. Et en termes géographiques, en termes techniques, on dit qu'Abidjan est une ville macrocéphale. Macrocéphale parce qu'elle surpasse toutes les autres villes du pays à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'administration, au niveau des industries, au niveau des opportunités, en termes de superficie, en termes de population, en termes d'infrastructures, en termes de tout. Abidjan est une ville macrocéphale. On va même dire qualité.
vis-à-vis de toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Donc, toutes les opportunités se trouvent à Abidjan. De plus, Abidjan est une ville littorale. Or, il est dit que partout ailleurs dans le monde, les littoraux attirent plus de monde parce que c'est là-bas que se trouvent les opportunités. Abidjan, le port d'Abidjan a ouvert ses portes entre 50 et 51. La ville a commencé à s'étendre. Comme tu l'as si bien dit, en 1950, il y avait 65 000 habitants à Abidjan. Mais il faut voir les statistiques. Après de 51, il y a eu un boom à cause de l'ouverture du port d'Abidjan. Le kilomètre zéro part d'Abidjan. Comment on appelle ça? Les rails, le chemin de fer, ça part d'Abidjan. Toutes les opportunités partent d'Abidjan. Alors, le paysan qui est à quelque part à Ménignan, qui sait qu'à Ménignan, il n'y a pas d'entreprise pour que lui puisse travailler. Alors que peut-être il n'a pas de lopin de terre pour cultiver. Il n'a pas d'entreprise pour travailler. Il s'est dit qu'il veut venir tenter sa chance à Abidjan. Un peu partout en Côte d'Ivoire, quand il n'y a pas d'opportunité, il dit bon, Abidjan, c'est mieux que, ce sera mieux qu'ici. Comme le dit de façon triviale, même si c'est chaud comme Abidjan, c'est mieux qu'à l'intérieur du pays. Donc, il va falloir que l'État prenne sur lui de créer des opportunités un peu partout en Côte d'Ivoire. On peut, par exemple, prendre la ville des banques, comme la ville touristique en Côte d'Ivoire. Un exemple, Yamoussoukro, on transfère la capitale à Yamoussoukro. Abidjan va jouer uniquement son rôle de capitale économique. Cela. On prend par exemple Abengourou. On dit, bon, toi, c'est la capitale high-tech. On prend Bundiali ou bien Korogo. On dit, toi, c'est la capitale de... Bien. Mais qu'est-ce qui manque pour dire ce que vous dites? Parce que ces idées ne manquent pas forcément aux autorités ou à tous ces technocrates qui sont en Côte d'Ivoire. C'est la volonté politique. Il faut une volonté. Vous pensez que c'est la volonté qui suffira? C'est la volonté. Parce que quand la volonté est là, les moyens vont avec. Oui, moi, ce que je voudrais dire, parce qu'on est tellement arrivé loin qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout arrêter et puis repartir à l'intérieur. Mais tout à l'heure, je crois que c'est Gaël qui a développé la thèse de rapprochement de Yamoussoukro-Abidjan. Il faut créer les conditions. Créer un train à grande vitesse. Bon, déjà, le métro va soulager, quand le projet va arriver à son terme, va soulager un temps soit peu les populations d'Abidjan. Le trajet également entre Benjerville et Yopougon, c'est un tracé qui va devenir réalité, va soulager. Il faut rapprocher les villes de l'intérieur ici. Moi, je préfère aller peut-être habiter à Yamoussoukro. Et puis, j'ai 45 minutes pour arriver au plateau. Et puis, je suis tranquille là-bas. Bien. Voilà. On ira tous. Maître Sadikoné, oui. Un dernier mot sur le sujet. On est confronté à de nombreux défis en matière structurelle. Je pense qu'il faut commencer à régler les problèmes les uns après les autres, le problème de l'agriculture, le problème du logement, le problème du rapprochement de l'action de l'administration de l'usager. Et puis, c'est à partir de là qu'on aura une très bonne décongestion d'Abidjan. Il faut des réformes courageuses, pas des paroles creuses. Bien. Gaël Akpa. Alors, moi, je voulais juste faire une précision. Bon, pas forcément une précision, c'est vrai. Tout à l'heure, quand M. Karamoko s'exprimait, il parlait beaucoup de la responsabilité des entreprises. Voilà, je veux parler des entreprises qui font les logements, les lotissements. Mais en fait, là aussi, il y a un problème. C'est qu'ils ne font pas ces lotissements-là hors autorisation ou bien hors caution de l'État. Parce que tout ce qu'ils font là, ils engagent des dossiers. C'est vraiment une procédure qui est très longue. Et à la fin, ils reçoivent le OK pour pouvoir exploiter ces différentes zones. Maintenant, il appartient au ministère de suivre. Lorsqu'il veut, non, je ne suis pas en contradiction. Il leur appartient de suivre. Et puis, il arrive effectivement que quand ces endroits-là sont occupés, après tout le travail qui a été fait, même quand c'est bien fait, il y a des gens qui s'installent de façon anarchique. Mais le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, je dis bien que à observer, notre ministère de la construction et du logement même est débordé, est dépassé. Parce que vous voyez, plusieurs personnes ont construit de façon illégale, mais combien d'argent dispose ce ministère-là pour pouvoir traquer sur toute l'étendue du territoire national? On les voit souvent mener des actions. Il vient aujourd'hui le matin, il met la croix rouge, le même agent doit aller couvrir une autre zone. Le temps qu'il bouge, on vient, on efface la croix et puis on avance. Donc, c'est vraiment un véritable problème. Ça nécessite aussi les moyens. Il faut que vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question de volonté politique. Il faut vraiment mettre les moyens à ce niveau-là
pour pouvoir... Et quand atteindre cet nos argent vient Merci, trouver merci, que docteur, ce qu'il a c'est l'heure écrit du carton a rouge. été effacé. Voilà, premier carton rouge de cette émission avec docteur Daouda Ouattara. Alors, mon carton rouge, alors très très rouge à l'endroit de la CIE et de la SODECI pour ce qu'ils nous montrent à Yopougon, Ananéré et Maroc. Il n'y a pas une goutte d'eau. Et ces jeux de lumière que la CIE nous fait. Et actuellement, tous nos appareils sont grillés. Vraiment carton rouge. Bien lancé Nakaramoko. Bon, mon carton rouge, c'est beaucoup plus une interpellation de la structure en charge des assurances auto. Là. Est-ce que c'est lié au ministère de l'économie et des finances? Mais finalement, les assurances auto là, sont devenues des pièces juste pour passer. Mais si tu as un sinistre, il ne faut même pas compter sur eux pour que tu sois dédommagé. Et alors, donc, on ne comprend pas. Non seulement on paye, parfois même tu perds le risque. Je dis rapidement une petite histoire. Il y a une dame elle a fait tout risque. Donc, pour elle, tout risque, c'est tout risque. Elle n'a pas pris soin de lire tout le contenu. Et puis, il y a eu une grande inondation à Abidjan, ainsi de suite, une grande pluie. Sa voiture a été emportée par les eaux. Maintenant, pour elle, c'est touriste. Elle arrive à dire non, que les catastrophes naturelles ne sont pas prises en compte. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une réforme dans le secteur, de sorte que quand tu fais une année et que tu n'as fait aucun sinistre, qu'on te reverse quand même quelque chose. Sinon, que quand tu as fait un sinistre, qu'on te rembourse quelque chose quand même. Et puis sinon, bon, les gens sont laissés pour compte. Personne ne se fatigue de poursuivre l'assurance. Quand tu as fait ton accident, tu répares ta voiture et puis tu t'assois chez toi à la maison. Bien. On espère que l'Azassi regarde bien cette émission. L'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire va y prendre en compte cette réclamation de l'ancien Nakaramoko. Merci de connaître. Non, je passe. Bien, Gaël Lakpa. Alors, comme c'est un carton rouge, je reviens encore sur nos routes. Carton rouge à tous ces indélicats, ces personnes qui ne veulent pas, qui apparemment sont allergiques à la loi, sont allergiques à tout ce qui est bien régi. Je ne comprends pas comment un citoyen sur la voie, dans un embouteillage, veut forcément, je ne sais pas si c'est une façon de faire du trafic d'influence ou bien quoi, en tout cas pour une raison ou une autre, il s'engage là où il ne faut pas. Honnêtement, si on veut se comporter comme ça, on va retourner à l'état de nature. Et comme nous sommes dans un état, et je pense que nous sommes dans un état sérieux, il faut que la traque continue jusqu'à ce que tout le monde soit discipliné sur nos voies. Ça va aider à avoir moins d'accidents. Bien, merci à vous, Aouma Gaël Lakpa, maître Cédric Koné, docteur Daouda Ouattara et l'ancien Nakaramoko. À vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous demain, même heure, 19h30, même canal 337 sur Canal+. Vous pouvez retrouver cette émission sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Laissez des commentaires, Reflet TV. Merci et rendez-vous demain pour un autre numéro d'Entre-deux News dans lequel, bien sûr, nous allons recevoir un membre de l'ANAPROCI, qui est l'Association nationale des producteurs de cacao de Côte d'Ivoire, qui viendra donner leur position quant au nouveau prix borchant du kilogramme du cacao sur lequel nous avons beaucoup débattu cette semaine. Merci.